Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Autrefois, on parlait du bas de laine, aujourd'hui plutôt d'argent sous le matelas. C'est encore bien d'actualité. Notre invité Thierry Lévesque en a examiné toute la portée. Avec Mathieu Delahousse, il publie Cash Cash aux éditions Flammarion. On y découvre d'une part les soucieux qui ne font pas confiance aux banques et puis les sournois. Et là, on ne trouve pas que des dealers et des terroristes, mais bien de notables respectables sous tout rapport, médecins, hommes d'affaires et bien sûr politiques. Thierry Lévesque, bonjour. Bonjour. Alors, parlons d'abord des soucieux. 2008, c'est la crise, des gros titres partout dans le journal, et il y en a plein qui retirent leur argent des banques. Bah oui, on a commencé notre livre par ça. Effectivement, on a par exemple le cas d'un vieux monsieur qui a retiré une somme, donc je crois plus de 100 000 euros en espèces, et qui se les fait voler par la suite. Donc, ce qui démontre bien que... en l'espèce, il aurait mieux valu laisser l'argent à la banque. Mais c'était une manière de rentrer dans ce sujet du liquide qui a de multiples facettes et qui permet vraiment de tirer un fil entre différents problèmes sociaux. Voilà, l'argent n'est pas toujours synonyme du mal, mais cependant, il y a un acte fondateur de la zone euro que vous pointez bien du doigt, c'est la décision d'imprimer des billets de 500 euros. Tout à fait, on n'a pas voulu faire un pamphlet, bien sûr, contre l'argent, ni idéologique, ni une thèse économique sur l'euro. C'est pas du tout notre propos. Nous, on est des journalistes judiciaires avec Mathieu, donc on est tout simplement allé regarder au niveau des prétoires comment ça se passait, et on s'est aperçu que tous les policiers, tous les magistrats qu'on rencontrait nous disaient il y a un problème avec ce billet de 500 euros qui finalement ne sert jamais aux citoyens, puisque les gens qui nous regardent, je pense même dans presque l'ensemble de la zone euro. Vous n'en avez pas amené là? Non, justement, j'en ai jamais vu moi-même, vous pouvez le croire. Et donc, les personnes n'en voient, on ne peut même pas les passer dans les supermarchés ou les stations-service. Et pourtant, 300 milliards, c'est-à-dire à peu près un tiers de la masse, de la valeur des billets d'euros en circulation, 300 milliards sur 1000 milliards environ, sont en billets de 500 euros. Donc c'est un énorme problème, puisque ce billet ne sert qu'à la fraude et au crime, pratiquement. Alors, il y a eu des États qui ont insisté dessus, notamment l'Allemagne. Pourquoi ? C'est l'origine historique de ce billet. En effet, c'est souvent rappelé par les banques centrales, c'est que les Allemands avaient un billet de 1000 Deutschmark. Pourquoi ils avaient un billet de 1000 Deutschmark ? Parce que les Allemands payent un peu plus que la moyenne des autres États, et notamment que les Français, en espèces. Donc en Allemagne, on peut payer... Par exemple, une voiture en espèces. En France, il y a un plafond à 3 000 euros de paiement en espèces et il pourrait peut-être être abaissé à 1 000 euros prochainement. Mais en Allemagne, ça se fait. Mais enfin, ça ne peut pas suffire à expliquer qu'aujourd'hui, on ait une telle masse de billets de 500 euros, de 300 milliards en billets de 500 euros qui ne sont même pas détenus. La Banque Centrale Européenne le dit. Dans la zone euro, ils sont détenus à l'extérieur. Donc, de toute évidence, c'est un carburant du crime et de la fraude. Et des élus européens, des députés européens, des magistrats commence à le faire savoir. Et pourtant, ça ne gêne pas le directeur de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi. Alors, il y a eu un échange, oui, récemment, puisque des députés européens lui ont adressé une lettre en lui demandant d'envisager le retrait de cette coupure. Et il a répondu tout à fait dernièrement, là, dans une lettre qui a été publiée dans la presse, qu'il le refusait, car selon lui, il n'y a pas de problème. Et que, dit-il, c'est normal, puisqu'il y avait aussi des grosses coupures qui existaient avant dans les monnaies nationales. Mais ça me paraît être un mauvais argument. Alors, Thierry, pourquoi il dit ça ? Je crois que, si vous voulez, la Banque centrale a deux problèmes avec les grosses coupures de 500, mais aussi de 200 et 100, qui sont un peu leurs petits frères. Le premier problème, c'est que, tout simplement, imprimer des billets, ça rapporte aux banques centrales. Il y a un privilège qu'on appelle le droit de seigneuriage, qui est le vieux privilège des émetteurs de billets. Ça rapporte aux banques centrales, donc elles tournent financièrement grâce avec ça. Mais je crois que le problème le principal, c'est qu'il y a un problème politique de l'euro qui est bien connu, qui est lié à la crise des dettes souveraines. Donc la nature même, l'existence même de l'euro a été remise en cause dans cette crise. Et il serait quand même très délicat pour la Banque centrale aujourd'hui d'avouer que ce billet pose un problème judiciaire avec ces grosses coupures. Donc je crois que c'est un sujet qui est un peu tabou chez les banquiers centraux. Et pourtant, ça ne les fait pas broncher le fait qu'en Grande-Bretagne, ils les ont interdits. Mais je crois qu'il y a un mouvement qui commence à s'amorcer. On en parle dans notre livre, où on décrit précisément, matériellement, à quoi sert ce billet. Et c'est très concret, ce sont des vies qui sont mises en cause par ce billet. Ce sont par exemple le trafic d'êtres humains, la prostitution, la drogue. C'est un billet qui pose un problème humain. Et ce billet
porte un surnom. Oui, alors effectivement, il a été surnommé par les services de renseignement britanniques le Ben Laden, car à l'instar de l'ancien chef terroriste, il inspire la crainte, mais on ne le voit jamais, il est insaisissable. Donc ça donne un petit peu, si vous voulez, ce surnom un peu sinistre, donne un petit peu la mesure de la malfaisance que l'on prête dans les milieux policiers, du renseignement et judiciaire à ce billet. Alors, vous décrivez dans le livre comment les gens transportent ces grosses coupures d'Europe vers, par exemple, l'Amérique du Sud. Et c'est assez impressionnant. Oui, mais c'est bien que vous posiez cette question sur le transport, parce que le transport, précisément, est cardinal dans le problème de l'argent liquide et du crime. Quand on a une somme d'argent importante dont on veut dissimuler l'origine, il faut la transporter, elle brûle les doigts, il faut la mettre quelque part pour la blanchir, la dépenser. Donc, le transport d'1 million d'euros en billets de 500, c'est une brique de lait. Or, si vous faites ça en livres sterling, c'est des dizaines de kilos. Si vous faites ça en billets de $100, parce que c'est la plus grosse coupure actuellement, c'est près de 6 fois plus gros. Donc, c'est intransportable. Donc, c'est tout à fait, ce problème du transport est tout à fait cardinal. Et c'est pour cela que ce billet de 500, mais ses petits frères aussi, mais ce billet de 500 est tout à fait adapté aux activités criminelles. Et d'ailleurs, le billet de $500 aux États-Unis a été retiré en 69, c'est-à-dire il y a presque 40 ans, pour les mêmes raisons qui aujourd'hui provoquent la mise en accusation du 500 euros. Bon, vous dites qu'il y a un débat qui est en tout cas enclenché à ce sujet. Je crois que ça commence à émerger, mais on est encore loin de mener une opération commando sur le Ben Laden, sur le billet de 500 euros, comme il a été fait sur son illustre homonyme. Alors, votre livre épluche beaucoup d'affaires, celle d'un urologue à Nancy, par exemple, qui demande à ses clients de le payer en liquide. C'est des histoires de pharmaciens, c'est des histoires d'hommes politiques, et notamment il y a l'affaire Cahuzac, le ministre du Budget, qui s'avère avoir un compte en Suisse puis à Singapour. Dans ce chapitre, vous avez cette phrase surprenante: « La lutte contre la fraude est-elle sincère ?» Je crois que l'affaire Cahuzac montre toute l'ambiguïté du pouvoir politique français, mais sans doute également des autres pays, dans la lutte contre la fraude fiscale, puisque M. Cahuzac était ministre du Budget, donc en charge, à titre principal, la lutte contre la fraude fiscale. Il a fait des conférences de presse avec un pupitre marqué « Lutte contre la fraude fiscale », alors que lui-même, à ce moment-là, était un fraudeur, parce qu'il détenait des actifs non déclarés au fisc en Suisse, puis à Singapour. Il les a fait glisser. Donc c'est l'emblème de l'ambiguïté. Donc aujourd'hui, que pourrait faire l'État français pour lutter contre la fraude fiscale, pour passer à la vitesse supérieure? Mais je crois que, on n'est pas en position de donner des conseils à qui que ce soit. Nous, on a, si vous voulez, décrit des faits précis, documentés, et ils feront ce qu'ils voudront. Je crois que, tout de même, le billet de 500 euros, c'est pas nous qui le disons, mais les magistrats et les policiers, ne sert à rien d'autre qu'à la fraude fiscale et au crime. Donc, je pense que les gouvernements seraient quand même bien inspirés, au moins, d'examiner ce problème et de discuter avec la Banque centrale, qui a la prérogative là-dessus, pour savoir quoi faire. Et ensuite, pour la fraude fiscale, c'est aussi un problème de contrôle, de moyens humains et financiers. Je pense que si on dépensait 100, on aurait beaucoup à gagner dans les quelques 40 à 80 milliards d'euros préjudice annuel évalué de la fraude fiscale seulement en France. Et 2000 milliards au niveau du continent chaque année, selon un rapport parlementaire français. Donc ce sont des sommes stratosphériques qu'il serait quand même... non pas facile, mais qui c'est possible de récupérer pour les États. Est-ce qu'il y a des signes qu'au ministère de l'économie, on embauche plus de monde chez le fisc? Alors, pas à notre connaissance. Et le projet de loi qui vient de passer devant le Parlement français sur la fraude fiscale, on a déçu beaucoup de militants de ce sujet, car il est jugé un peu timoré, dirons-nous. Donc, il semblerait qu'il demeure toujours une ambiguïté sur cette affaire. Ok, il faudrait qu'il y ait plus de monde au fisc et des impôts plus bas. Écoutez, là, je ne vais pas être populaire, mais ce qu'il faut bien comprendre tout de même, ce sujet de la fraude fiscale, qui n'est pas notre sujet spécifiquement, c'est un des phénomènes sociaux qu'on a décrits, c'est que plus il y a de fraude fiscale, plus il y a d'impôts de l'autre côté, plus les États sont obligés d'imposer plus leur population pour récupérer ce qu'ils perdent de l'autre côté. Donc je crois qu'on ne peut pas, en tant que citoyen, être favorable à la fraude fiscale, même si dans la Vox Populi, ça peut être bien vu quelquefois de soustraire quelques recettes commerciales à l'État. Alors, dernier point, c'est vrai que votre livre n'est pas uniquement dédié à la lutte contre la fraude fiscale. Vous vous posez cette question, est-ce que le billet de banque est amené à disparaître ? Oui, parce que finalement, notre livre traite de l'argent liquide et de l'usage qui en est fait, de l'argent, de l'usage qui en est fait. Mais au-delà de ça,
On voit bien que le billet, c'est une création du 19e. Aujourd'hui, le billet d'avion, les cartes de pointage, beaucoup de choses ont été dématérialisées. Pourquoi le billet ne serait-il pas? Et on cite l'exemple du Kenya, qui a lancé un mode de paiement par téléphone portable où 80% des Kenyans l'utilisent. M-Pesa. Voilà. Et qui maintenant a remplacé le billet dans beaucoup de petits commerces, mais aussi pour virer de l'argent à l'étranger entre personnes. Donc il est envisageable techniquement aujourd'hui que le billet du moins disparaisse, ou en tout cas soit largement réduit, en tout cas n'utilise plus jamais les fameuses grosses coupures. Et plus facile à traquer, du coup plus difficile à blanchir. Mais je crois que le problème de la confidentialité, c'est vrai qu'il peut se poser, puisque beaucoup de gens le disent, honnêtes, leur disent, moi il y a des choses que je veux payer sans qu'on sache que je l'ai payé. Je ne veux pas être sous l'œil de Big Brother tout le temps. C'est pas à ces gens-là, nous, entre guillemets, qu'on s'est intéressé. Nous, on s'est intéressé aux criminels, aux fraudeurs. Le citoyen du coin de la rue pourra toujours, avec des moyens électroniques, il y a des cartes prépayées, des choses comme ça, beaucoup de dispositifs, payer ce qu'il veut sans qu'on le sache. Je crois que ce problème est un faux problème, en réalité, qui est soulevé par les gens qui veulent maintenir cette économie noire qui nous porte préjudice à tous, en fait. Le livre s'appelle Cash Cash. Il est de Mathieu Delahousse et de Thierry Lévesque. Thierry Lévesque, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être avec nous. Restez avec nous. L'actualité continue sur France 24.